Et après, hop, je remets un peu. Et c'est bon. Mais là, t'es très beau. T'es très beau. Allez. Bon, alors, moi aussi. C'est bon, t'es parfaite. Je suis bien? Allez. Je te plais? Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de politique. Avec de la semaine. Catherine, de la semaine, oui, mais hebdomadaire de la semaine, non, je ne répète pas. C'est pléonasmique. Ça dépend. Exactement. Avec Catherine Tricot et Pablo Pio-Vivien. J'aime bien parler de moi à la troisième personne, non, je rigole. Donc, on va vous parler de deux sujets principaux. D'abord de la brouille, de la mésentente entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. On essaiera d'aller un peu plus profondément que juste est-ce qu'ils s'aiment pas, hein, mais est-ce que au fond, est-ce qu'ils ont la même ligne politique? Est-ce que c'est pas ça le problème de leur désaccord fondamental? Et dans un deuxième temps, on reviendra sur cette annonce, ou plutôt cette piste qui a été faite par Guillaume Kasbarian, le ministre qui est en charge du logement, en gros qui a dit que peut-être il faudrait que les gens ceux qui deviennent riches, plus riches après avoir obtenu un logement social, qui puissent quitter ce logement social. Donc on réfléchira à cette question de logement social qui est très très attaquée, notamment par la droite depuis des années. Mais d'abord Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Donc c'est toi Catherine qui voulais nous en parler parce que dans les médias cette semaine, les médias titraient mais alors est-ce que vraiment ils s'entendent pas? Est-ce qu'il y a un problème dans la relation Le Maire-Macron, etc. Très souvent, ça restait assez superficiel. En gros, c'était Macron qui aurait tapé les doigts, sur les doigts de Bruno Le Maire, parce que il y avait eu ce dérapage budgétaire. Déjà des mauvaises prévisions de croissance qui après ont dû être rattrapées sans budget rectificatif voté au Parlement. On se souvient, Bruno Le Maire qui avait dû faire des coupes budgétaires de 10 milliards, puis 20 milliards, puis 30 milliards, et ce sans passer par le Parlement. Et Emmanuel Macron aurait dit à Bruno Le Maire, c'est de ta faute, t'avais qu'à mieux prévoir, ça fait 7 ans que t'es là, voilà, etc. Toi, Catherine, tu penses qu'il y a quelque chose de plus profond dans le rapport finalement qu'ils ont à la fois à l'économie et finalement à la direction de donner projet. Au projet qu'ils portent. Oui, en général, cette semaine, on a été sollicité. Enfin, je ne sais pas si tu as fait ça dans tes médias, mais enfin, moi, j'ai fait ça. J'ai été sollicité. C'est l'effet divers, Catherine. C'est l'effet divers. C'est ma spécialité. Pour parler de cette question, qui en général, pour les éditorialistes politiques, ils ont plutôt vu ça sous l'angle de l'accélération de la lutte entre les prétendants à la succession d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ça a été beaucoup ramené à une question de politique aérie, éventuellement avec quelques désaccords, mais que ça a été beaucoup... Bruno Le Maire ne veut pas laisser Édouard Philippe ou Gabriel Attal prendre trop d'avance et que donc il lui faut remarquer son territoire, son importance et déjà définir d'une certaine manière un positionnement politique traditionnel pour la droite, c'est-à-dire nous sommes des gens sérieux, nous on crame pas la caisse et on s'occupe des dépenses publiques et de l'équilibre du budget de la nation. Donc ça a été beaucoup présenté de cette manière. Le deuxième argument qui a été mis en avant sur leur désaccord, c'est sur la gestion d'une crise politique. Puisque maintenant, on voit que du côté des Républicains, ils sont en train de faire monter la pression et les prises de position d'Éric Ciotti cette semaine montrent que ils sont en train de se préparer ou de préparer l'opinion publique et leurs troupes à l'hypothèse d'une motion de censure et que donc Bruno Le Maire, qui veut aller devant le Parlement pour faire voter un budget rectificatif, n'a pas l'accord d'Emmanuel Macron puisque tout ça se terminerait par probablement une motion de censure, sachant que la gauche, en tout cas PC, LFI et l'extrême droite ont annoncé qu'une telle motion de censure, ils la voteraient. Donc ça pourrait donner la majorité
à une motion de censure, donc le renversement du Parlement. Donc il y a eu beaucoup de conjectures et ça fait un moment maintenant que ça dure, cette histoire, parce qu'en fait, au fond, le fait qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement, ça reste une question qu'on ne sait pas bien résoudre, en tout cas dans l'instant politique présent, avec d'une part l'extrême droite, d'autre part une gauche qui est emmenée je dirais culturellement, politiquement par la France insoumise qui a décidé nos compromis. Donc du coup, il n'y a pas de compromis possible. Du coup, on est dans une situation de blocage à l'Assemblée qui doit se dénouer, sans doute, probablement, par à un moment donné un retour aux urnes. Et donc, est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire un retour aux urnes? Est-ce que c'est bien malin de vouloir un retour aux urnes? Bon, Emmanuel Macron a pas l'air d'avoir tellement envie de ça. Bon. On sait pourquoi, on vous en avait parlé, il y a ce sondage qui a été fait à la demande des Républicains au mois de décembre et qui montrait à l'époque, et probablement que la tendance ne s'est pas infirmée, que le Rassemblement national, en cas de dissolution, sortirait grand vainqueur, voire aurait la majorité absolue. Donc il y a tout un débat sur, au fond, est-ce qu'on a intérêt à aller vers une dissolution ou pas, sachant que du coup, on prend le risque d'avoir une majorité absolue pour le Rassemblement national. Et il semble que, par exemple, quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui se projette comme étant un possible successeur à Emmanuel Macron, lui se dit, pourquoi pas ? Parce que ça permettrait de mettre le Rassemblement national aux affaires. Et comme on sait, il n'est pas très simple en Ve République de passer de Premier ministre à Président de la République ou d'avoir un parti qui passe de l'un à l'autre, et que donc la meilleure moyen d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, ça serait de la mettre au pouvoir. Raisonnement sympathique et très intéressant. Donc du coup, il y a une partie dans la Macronie, je dirais, qui suppute sur cette hypothèse de mettre le RN directement aux affaires, pour pouvoir le mettre devant ses irresponsabilités, ses incapacités, parce qu'en fait, au fond, c'est sur ça qu'il parie, c'est sur ses incapacités, et que devant cet échec à diriger, il perdrait l'élection présidentielle suivante, et donc Bruno Le Maire aurait de nouveau des chances. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le premier groupe d'analyse sur qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui est à l'origine de la brouille entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Donc c'est une question de 2027 et de politique aérienne. Est-ce que tu veux réagir sur ça? Non, parce que deuxième, alors ça c'est un premier groupe que moi je ne méprise pas du tout. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe par ailleurs. Mais je crois que c'est pas la seule raison. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que réellement, ce qui s'exprime et que l'on voit avec toutes les annonces des ministres 100% macroniens, on voit qu'il y a quand même une cohérence qui cherche à s'affirmer avec maintenant une espèce d'accélération du rythme et de caractère systématique. Moi, j'ai l'impression, en gros, depuis le mois de janvier, depuis que Attal est au pouvoir et que ils ont réaligné un peu tout ce joli monde, virer la gauche qui casse un peu les pieds, enfin la gauche. Enfin bon, ceux qu'on appelle les macronistes de gauche ont été dégagés, c'est-à-dire tous ceux qui mettaient peut-être un petit grain de sable, et que là on est sur le cœur vraiment du réacteur au pouvoir, et que là on est devant des gens qui pensent conformément à Emmanuel Macron, de la même manière qu'Emmanuel Macron, qu'au fond, l'enjeu de leur passage au pouvoir, c'est de développer les capacités pour la France d'une nouvelle modernisation, et que cela passe par le fait de faire péter les rigidités. Au titre des rigidités, il y a plusieurs choses qui leur paraissent absolument indispensables. C'est donc toute l'affaire sur la bureaucratie, c'est-à-dire on va débureaucratiser tout ça et on va simplifier. Donc là, on a encore vu des annonces. Alors là, du côté de Bruno Le Maire, cette fois-ci, on a vu ce que l'Assemblée nationale a voté contre l'avis, mais vraiment général des spécialistes du domaine. Ils ont rassemblé en une seule structure les deux instances qui étaient chargées de contrôler la sécurité nucléaire, qui fonctionnait bien et qui nous a assuré d'avoir un parc nucléaire
le plus safe possible. Donc, on fait péter ça pour pouvoir accélérer sur les réalisations du nucléaire. On limite tout ce qui concerne le droit de recours face aux projets, par exemple, d'installation en tout genre, d'éoliennes, etc. Donc, dans l'urbanisme, enfin, on limite tous les projets des possibilités pour les habitants, les associations, les élus locaux de s'opposer à des projets qui seraient ceux d'autoroutes, enfin bref. Et puis, il y a deux autres grands secteurs qui sont le service public, la fonction publique, d'une part, et d'autre part, d'une façon plus générale, la question des protections sociales liées au statut de salarié. C'est-à-dire que véritablement tout ça, dans l'esprit d'Emmanuel Macron et des gens qui sont en train de diriger, c'est ça qui est au cœur des faiblesses françaises et que c'est avec ça qu'ils veulent rompre. Ils ont 3 ans pour le faire. Emmanuel Macron ne se représentera pas. Et s'il doit marquer son passage dans l'histoire, ça sera par la remise en cause. C'est comme ça qu'il a commencé d'ailleurs sa carrière politique en devenant ministre des Finances avec la loi travail, qui était le début du détricotage des droits sociaux et des protections sociales individuelles et collectives, et que c'est avec ça qu'il veut accélérer. Il n'est pas rééligible, il en a rien à foutre et c'est ça qu'ils veulent faire. Et là vraiment, enfin c'est un festival quand même. Hein, je veux dire entre ce que je viens de rappeler sur toutes les limitations du point de vue du droit et des agences qui protègent notre sécurité, notre droit environnemental, nos possibilités d'intervenir. Ce qu'ils viennent de dire à propos de la remise en cause du statut de la fonction publique, ce qu'ils annoncent sur les droits des chômeurs, ce qu'ils annoncent sur... qu'est-ce que j'étais en train de penser? C'était... oui, le fait que la France était le seul pays européen à s'opposer à la directive pour la présomption de salariat des travailleurs des plateformes et qui, comme Leïla Chaibi nous l'avait très bien expliqué ici, en fait l'enjeu de cette affaire c'est est-ce que demain le statut salarié va sauter au bénéfice de gens qui seront tous sur des plateformes, c'est-à-dire sans protection sociale, sans aucune des protections individuelles et collectives, soumis aux notations et aux algorithmes et aux décisions des détenteurs de ces plateformes. Voilà, c'est, je crois, véritablement ça le cœur du projet macronien. Et là, on y est. Et là, on le voit dans toute sa splendeur. On va parler tout à l'heure de la question du logement social, qui en est une autre des dimensions. Toutes les remises en cause sur les services publics, c'est la même chose. C'est vraiment ça qu'ils pensent. C'est pas juste parce qu'ils pensent que ils veulent être méchants avec les faibles. Hein. C'est pas ça. C'est qu'ils pensent que c'est le cœur de la redynamisation de la société, de la production de richesse, et que c'est comme ça qu'on va réussir à remettre la France dans une situation plus solide à l'échelle internationale, dans un monde voilà qui s'est libéralisé. Et que pense du coup Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, lui, il n'est pas du tout porteur de cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas porteur de tellement de projets très affirmés. Ce qu'il porte, comme la droite, d'une façon classique, c'est il faut avoir des comptes publics en ordre. Alors, pour avoir des comptes publics en ordre, ça veut dire notamment réduire le périmètre de l'État. Bon, donc circonscrire l'intervention de l'État au régalien, et dans le régalien éventuellement il y a un certain nombre d'éléments, la justice, la police, mais la santé ils sont pas forcément contre avoir de nouveaux moyens pour la santé, pour l'université et la recherche, etc. Mais que donc du coup il faut faire avec des moyens qui sont restreints, hors de question évidemment de prendre aux riches, pour aller vite, hein, que ce soit des individus ou que ce soit des entreprises qui font des super profits, et que donc on réduit le périmètre de l'État et on fait une gestion, mais c'est vraiment l'idéologie libérale depuis Reagan en fait, hein, qui est on va réduire les impôts, on va faire réduire le périmètre de l'État et donc libéraliser des forces pour pouvoir Raymond Barre.
Oui, Raymond Barre, mais beaucoup Reagan et Thatcher après. Et c'est la position, la vision qui est développée par la droite traditionnelle dont est issu Bruno Le Maire, et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pense plus comme ses petits camarades qui sont restés au Parti républicain. Oui, moi je souscris totalement à cette analyse. Je rajouterais que dans le Bruno Le Maire, en gros, ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie, et il a eu à affronter plusieurs crises. Donc, mais en fait, il n'a pas eu vraiment, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas eu vraiment en fait à affronter plusieurs crises. C'est-à-dire que la crise du Covid, il avait beau être ministre de l'économie, c'était Emmanuel Macron en fait qui s'en chargeait. Quand il a dit, quand il a ouvert tous les robinets en gros pour aider les entreprises, le quoi qu'il en coûte, ben c'est pas Bruno Le Maire qui a ouvert le robinet, c'est Emmanuel Macron qui a ouvert le robinet à ce moment-là. Il y a une crise qui est d'ailleurs toujours en cours, auquel Bruno Le Maire a essayé de s'attaquer, c'est la question de l'inflation. Là, on l'a beaucoup vu, notamment lorsqu'il s'est agi de discuter avec la grande distribution, les producteurs industriels de matières premières, etc. Et là, il a eu une position qui a d'ailleurs été beaucoup moquée par les oppositions, c'était Bruno Demande. Tu vois, genre, il était là, il disait oui, alors j'ai vu Michel-Édouard Leclerc, j'ai vu machin de je sais pas quoi, et je leur ai de Carrefour, et je leur ai demandé ça, et ils m'ont dit que c'était bon, ils allaient le faire. Bon, résultat, ils le faisaient jamais. Mais je dis ça, et dans une autre mesure, et pour avoir discuté avec des responsables syndicaux, de syndicats de salariés, ils m'avaient dit, pendant la réforme des retraites notamment, les discussions avec Borne étaient particulièrement difficiles, celle avec le ministre du Travail, dont j'ai oublié le nom, Dussopt, Olivier Dussopt, était vraiment nul et non avenu. Enfin, il me racontait qu'ils arrivaient à la réunion et que Dussopt faisait son PowerPoint, et puis voilà, et derrière il pouvait pas poser de questions, enfin il n'y avait pas de négociation, mais qu'en revanche avec Bruno Le Maire, là il y avait des vraies discussions. Alors c'était pas son sujet principal, mais ils étaient obligés de constater que sur les quelques points en fait qui touchaient vraiment son ministère et sur lesquels il avait la main, ils avaient possibilité de négocier. Et donc ces deux exemples, à la fois avec la grande distribution et les producteurs agricoles d'une part, et d'autre part avec les syndicats, ça montre aussi, à la grande différence d'Emmanuel Macron, que il a quand même une envie de considérer en fait la société telle qu'elle est, et que peut-être que c'est aussi issu de la vieille droite, etc. Enfin, mais en tout cas, il fait attention aux corps intermédiaires. Et dans les corps intermédiaires, je mets à la fois les syndicats et les entreprises, quoi. C'est pas quelque chose comme Emmanuel Macron où en fait il a juste envie de leur rouler dessus, de les éviter. Ça le fait profondément chier. Je pense à la fois les grandes entreprises et les syndicats de travailleurs. Et donc ça c'est pas un style. Je pense que c'est aussi profondément ancré dans son identité politique, qui est de se considérer comme pas une courroie de transmission, mais comme un trait d'union. Et ça revient en fait sur ce que tu disais tout à l'heure, où il a en gros lui il a envie de réduire le périmètre de l'État à sa portion la plus congrue, à sa portion la plus petite, sûrement autour des fonctions régaliennes, mais et c'est là que, genre, c'est sa vision du capitalisme, à mon avis, qui est en jeu. Il pense que l'État doit être un facilitateur des relations entre les travailleurs d'une part et les patrons d'autre part, entre la population et les grandes entreprises, etc. Enfin, alors même que Emmanuel Macron, dans sa vision qu'il développe depuis 2017 de la place de l'État, pour lui, l'État, à mon avis, est beaucoup plus stratège. Alors certes, il veut le débureaucratiser, certes, il l'attaque à plein d'endroits, etc., mais il a quand même une vision de genre il est quand même au centre, il a envie de décider mais d'ailleurs on l'a entendu dans sa récente il y a quelques semaines conférence de presse là, enfin je veux dire il aborde tous les sujets. Enfin, je veux dire, il aborde tous les sujets et on a l'impression qu'il peut agir sur tous les sujets, enfin, y compris sur le corps des femmes, pour qu'elles soient plus fécondes, les entreprises, les machins, enfin, on a l'impression qu'il veut tout gérer. Là où
Bruno Le Maire, dans une vision finalement plus classique de ce qu'est la droite, lui, il est beaucoup plus en retrait. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette opposition en fait à bien voir sur quel rôle en fait chacun des deux voit dans l'État, dans la société française. Alors moi, j'ajouterais à l'État, c'est la question en effet des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je crois, c'est que Macron, comme il pense que le statut salarié, ce n'est qu'une rigidité à faire sauter, les syndicats ne l'intéressent pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme dirait Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Et il y a des individus et un État stratège. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relie les gens, ce qui constitue le fil, le liant dans les sociétés, Emmanuel Macron n'en a mais rien à foutre. Quoi. Je veux dire, les partis, ça n'intéresse pas, les syndicats, ça n'intéresse pas, le Parlement, ça ne l'intéresse pas. C'est vraiment lui et ses grands administrateurs là de l'État qui savent ce qu'il convient de faire et en aucune façon il n'a d'interlocuteur pour cela, quoi. Il n'a que des individus pris isolément, détachés de liens entre eux. Ça va nous emmener sur la question du logement, parce que je pense que c'est vraiment tout à fait dans la cohérence de cela, une continuité avec cette idée que les gens doivent être libérés des attaches qui les rejoignent dans les différents, ce qui les construisent dans leur rapport à la société. Moi, je voulais juste terminer aussi sur Bruno Le Maire en me posant la question, enfin en nous posant la question de savoir s'il y a une place en fait pour cette proposition aujourd'hui dans l'environnement politique qui est le nôtre en 2024, parce que je n'en suis pas tout à fait certain. La proposition d'Emmanuel Macron, ce qu'elle a de puissante en fait, c'est qu'elle articule tous les endroits de la société autour des idées que tu as rappelées. La proposition de Bruno Le Maire, qui est finalement plus en retrait, ne lui permet pas de s'affirmer. Bon, il s'avère que c'est aussi son statut de ministre de l'économie. Hein. Il n'est pas Premier ministre, il doit avoir tous les sujets. Mais son statut aujourd'hui l'empêche en fait de se positionner sur certains sujets, et sa proposition, la façon dont il envisage les choses, l'empêche aussi d'aller, tu vois, d'annoncer des lendemains qui chantent, de dire vous allez voir, on va résoudre tous les problèmes demain. D'ailleurs, quand moi j'ai écouté, dans les discours qu'il a fait au moment du changement d'année, et puis ensuite au moment de la passation de pouvoir, puisqu'il a fait des passations de pouvoir, même s'il a gardé son poste, parce qu'il a perdu des portefeuilles et puis on a gagné d'autres. Donc il en a fait. Et c'est assez intéressant parce que c'est un type en fait qui s'avance assez peu sur genre comment sera demain. Là où ses camarades Gabriel Attal ou Emmanuel Macron, alors eux, t'as l'impression que s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, mais t'inquiète, demain la France est une grande puissance, on va tous vivre bien, il y aura de la sécurité parce qu'ils auront mis de la police partout, etc., etc. Bruno Le Maire, il avance beaucoup plus sur des œufs. Il essaye de considérer le réel, avec sa grille de lecture, hein, avec ses lunettes d'homme de droite, mais du coup il est beaucoup moins, je trouve, péremptoire en fait dans sa façon d'annoncer le monde de demain, un peu comme tu l'as rappelé, tu l'as situé en fait dans la généalogie de la droite, dans ce qu'elle avait de plus classique des années 70-80, et je pense que tu as tout à fait raison, mais voilà, c'est un peu bon père de famille, tu vois. C'est genre, on va faire les comptes, on va voir ce qui nous reste, et puis avec ce qui nous reste, on fera des petits investissements là où il faut. Et moi, je sais là où il faut. Mais voilà, mais il va pas beaucoup plus loin en fait dans sa proposition politique. Moi, je trouve pas ça inintéressant, hein, même si je suis contre tout ce qui sort de sa bouche. Hein, je trouve pas ça inintéressant. Mais aujourd'hui, où en fait il y a des gens forts en gueule en fait qui t'annoncent des choses extraordinaires pour demain, que ça soit à gauche, à l'extrême droite ou juste à droite,
lui, je vois pas trop comment il va réussir en fait à marquer politiquement son espace avec ses petites propositions de boulier là. Enfin, On s'en fout, non? on s'en fout un peu. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie et l'œuvre de Bruno Le Maire, c'est pas vraiment notre sujet. Il a fait 2% à la primaire de la droite. Il montre pas qu'il ait un charisme hyper puissant, voilà. non, mais c'est pas une question de non, mais une capacité à porter un projet, en avoir un peut-être, et même à le porter. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que le gouvernement que compose Emmanuel Macron, c'est quand même un gouvernement relativement composite, dans lequel il y a des gens qui ne sont pas totalement en ligne avec sa vision des choses, mais que là, il a mis à un certain nombre d'endroits tout à fait stratégiques, des gens qui sont tout à fait du cœur de la Macronie d'origine et qui savent que le temps est compté et que donc maintenant on y va, quoi. Et on y va, je dis, sur la fonction publique, sur le logement, sur les chômeurs, sur tous les sujets, ça dégaine à tout va, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que je voulais juste dire un dernier truc sur ce truc-là, sur cette cohérence que Emmanuel Macron est en train de lancer à toute vitesse, et que ça me paraît extrêmement violent dans le rythme, dans la perception et la réception de toutes ces annonces. Parce que, encore une fois, ils n'ont que 3 ans, ils n'ont plus que 3 ans pour le faire. Je pense qu'ils ne s'illusionnent pas trop sur leur capacité à se faire réélire l'un ou l'autre, enfin voilà. Et alors qu'on est dans un moment où justement de grandes incertitudes et de grandes inquiétudes, et dans lequel les gens sont plutôt demandeurs de protection. C'est-à-dire que ça me paraît assez orthogonal à l'ère du temps, qui est plutôt à demander que on ne détricote pas ce qui reste de ciment, les services publics pris un par un, l'attachement à l'école, l'attachement à l'hôpital, à la vie locale, à la vie familiale, au territoire, tout ça, ça me paraît incroyable. Ça me paraît pas incroyable. Ça me paraît orthogonal aux attentes, aux demandes de protection, par rapport à la retraite. Tout le monde l'a très bien dit, que le problème de la retraite, c'est que c'est vécu comme le moment où on n'a plus peur d'être au chômage, on n'a plus peur de la misère, et que c'est ça qui hante un tout petit peu les Français, et que Macron, c'est pas du tout ça qu'il leur raconte, qu'il leur chante actuellement. Au contraire, il ne cesse de les mettre en instabilité, de faire peur à tout le monde. Normalement, il va se prendre une tôle là, aux élections européennes. Ça devrait pas bien se passer du tout. Je ne sais pas comment il s'en remet après ces élections européennes, parce que pour le coup, il a pas 3 ans, il a 2 mois là, avant les élections européennes. Deuxième sujet, comme on vous le disait en introduction, la question du logement social. Bon, c'est pas la première fois que le logement social arrive sur le devant de la scène, et qu'on se pose des questions sur, qu'elle est attaquée. Le logement social est très souvent attaqué par la droite. D'abord parce que la droite refuse très souvent d'appliquer les règles qui sont imposées normalement aux communes. 25% de logement social dans les communes, et si vous vous n'atteignez pas ces 25%, vous payez des amendes en fonction du pourcentage en dessous de 25%. Et il y en a qui préfèrent payer les amendes plutôt que de construire des logements sociaux, pour des raisons très souvent politiques, et voire électoralistes. C'est-à-dire que carrément, on a vu aux dernières élections municipales en 2020 des maires faire campagne sur on est en dessous de 25%, genre on est à 15%, et on ne fera pas, avec moi maire, il n'y aura pas plus de logements sociaux. C'est-à-dire que c'était carrément un argument de campagne, et les gens votaient pour eux pour cette raison-là. Donc il est attaqué par la droite, et en même temps, mais là je te donnerai la parole, c'est pour autant, est-ce que dans les communes, on va dire, qui sont gérées par la gauche, etc., où il y a les 25%, voire plus de logements sociaux, est-ce que le logement social va bien? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur le logement social? Parce que, et j'en finirai là-dessus, le gouvernement, aujourd'hui, par la voix de son ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, dit il y a un problème avec le logement social, quand on gagne trop d'argent et qu'on a obtenu le logement social, qu'on en gagne un peu moins, il n'est pas logique qu'on reste dans le parc social. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition?
À peu près comme quand on dit, quand il n'y a pas assez de spécialistes, vous irez plus chez le général, vous irez directement chez les spécialistes pour pas engorger les généralistes. Enfin, là, donc il manque près de 2 millions de logements sociaux, et donc on dit on va essayer de faire en sorte que les gens sortent du logement social plutôt que de construire des logements sociaux. On va essayer de faire en sorte de sortir les habitants du logement social pour libérer de la place pour d'autres. Alors, le logement social dans le genre des trucs, des rigidités que Emmanuel Macron aimerait bien voir dégagées, c'est pas forcément qu'il voudrait, et ce qu'il pense, c'est que la politique du logement social est trop onéreuse, qu'elle coûte trop cher en France, et que donc on n'a pas forcément besoin d'augmenter le parc de logements sociaux, mais par contre ce qu'il faut, c'est arrêter de le subventionner. Donc depuis le départ, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire les organismes de logement social ont en fait un capital considérable, puisque chaque logement social a une certaine valeur, et que donc plutôt que de demander des aides à l'État, de bonifier, etc., et pour construire de nouveaux logements sociaux, ils n'ont qu'à vendre leur parc pour pouvoir avoir de l'argent et construire de nouveaux logements. C'est-à-dire qu'en fait, la logique d'Emmanuel Macron est une logique, alors d'abord, qui est tout à fait partielle, puisqu'en fait, il y a une tension sur le logement social dans les grandes villes, mais ce n'est pas vrai partout. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits, si l'organisme de logement social veut vendre du logement social, il le vendra pas, quoi, parce que les gens ne veulent pas acheter du logement social, parce qu'il y a en fait une dépréciation de l'immobilier d'une façon générale. Toute la France qui n'est pas la France des villes denses, le logement social ne se vendrait pas. Pour deux raisons, c'est que l'immobilier est très peu cher, et que la référence pour les gens, c'est plutôt d'être propriétaire l'immobilier qui existe est très peu cher, et que donc finalement il y a très peu d'écart entre le coût d'un logement social et aller acheter sa maison, et que ça reste l'idéal. On en a déjà parlé ici, que pour les Français, beaucoup d'entre eux aspirent à avoir une maison avec un jardin, et que donc voilà, là où on n'est pas dans les zones denses, ce modèle-là ne fonctionne pas. Là où on est dans les zones denses, l'idée c'est de dire arrêtons de subventionner, de donner de l'argent aux organismes de logements sociaux, qui sont publics ou privés, parce qu'il ne faut pas se tromper, il n'y a pas que du logement public, il y a aussi des logements privés qui bénéficient donc d'aides de l'État, c'est-à-dire des prêts bonifiés, des prêts à de plus grande durée, 40 ans souvent, pour pouvoir investir et construire dans le logement. Donc ça, c'est la première chose, c'est donnons moins d'argent au logement, notre politique est inefficace. Deuxième chose, c'est faisons sortir les gens qui n'ont rien à faire dans le logement. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est véritablement considérer le logement d'avoir une vision tout à fait inculte, j'allais dire, de ce que c'est que le logement pour les gens. C'est-à-dire que le logement, ce n'est pas juste un endroit où on met son lit, sa table et sa télé, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace neutre et indifférent. Dans un logement, on a des voisins, un quartier, des habitudes, et donc on ne peut pas forcer les gens à bouger. La mobilité, c'est vraiment une vision d'une personne, que les personnes seraient détachées de leur histoire et de leur géographie. C'est-à-dire, c'est une abstraction. Et quand tout à l'heure je disais, Emmanuel Macron pense que ce qu'il faut, c'est sortir les uns et les autres des liens qui font que nous sommes insérés dans une société, qui sont des liens géographiques et historiques, politiques, c'est vraiment quelque chose qui ne rentre pas dans son logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, on habite cet appartement, on peut habiter un autre, c'est pareil. Ça n'a pas il n'y a pas d'histoire avec ça. Il n'y a pas de rapport, et d'autant plus que d'une certaine manière, je dirais, la question de l'histoire et des solidarités sont plus fortes dans le monde populaire qu'il ne connaît pas et qu'il méprise. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le dernier point,
c'est qu'il y a une dévalorisation très profonde du logement social, alors que aujourd'hui où l'enjeu pour le parc immobilier de logement, pas seulement, c'est celui de la rénovation thermique, de l'isolation thermique et de préparer le réchauffement climatique et donc d'avoir des logements habitables face au réchauffement climatique. Ceux qui le font, c'est les bailleurs sociaux. Alors, ils ne le font pas tous, ils ne le font pas suffisamment bien, mais enfin, il y a plus de les logements sociaux sont mieux protégés de ces enjeux de réchauffement climatique que le parc immobilier lambda qui l'âge moyen d'un logement en France est une centaine d'années, donc que ces logements qui sont anciens et qui n'ont pas de protection ni d'isolation thermique ni de protection. Voilà. Tout dernier point, c'est que l'essentiel du parc de logement social a été construit dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. C'est ce qu'on appelle les grands ensembles, alors qui font l'objet d'énormément d'investissements, on l'a déjà dit, pour la rénovation urbaine. C'est le pays au monde qui a mis le plus d'argent pour la rénovation des grands ensembles. Alors on était aussi parmi ceux qui en ont le plus construit, mais il y a eu le premier en rue 20, le deuxième en rue 30, milliards d'euros mis sur la table pour la rénovation de ces quartiers populaires, donc c'est pas du tout négligeable. Ceci étant, on est devant un problème de logements globalement qui sont assez en décalage avec ce qui se passe aujourd'hui dans les logements et qui demanderaient à être réajustés bien souvent. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la taille moyenne des séjours, c'est souvent 17 mètres carrés, entre 17 et 20 mètres carrés. On atteint rarement les 20 mètres carrés dans les logements qui ont été construits dans cette période des 30 glorieuses, ce qui n'est pas une grande pièce compte tenu de tout ce qui se passe dans un logement où on va à des tas d'occupations différentes, on regarde la télé, on joue aux jeux vidéo, on travaille, etc., etc., dans des rythmes, des amplitudes et des âges de la vie qui s'étendent. Donc il y a vraiment peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Et ce que je crois, c'est que le dernier point, c'est qu'il y a une réflexion à avoir, mais ça c'est beaucoup plus prospectif, sur la taille des logements. Dans l'amélioration des conditions de vie des Français, il y a l'augmentation de la taille des logements qui a gagné en 20 ans, 30 ans, 15 mètres carrés moyens par habitant. On est passé de 28 à 43 mètres carrés moyens par habitant. En France, hein. Je ne parle pas de la région parisienne où les logements... Par habitant ou par foyer? Par habitant. Et c'est, t'es en dessous, mais c'est néanmoins, c'est pour ça que comme je sais que t'habites Paris, je parle pas des Parisiens, mais en France, c'est ça la taille moyenne des logements, et je crois que c'est une des traductions de l'élévation du niveau de vie en France, c'est-à-dire qu'on vit mieux aujourd'hui qu'on vivait dans les années 70 du point de vue du confort matériel, et ça se traduit dans la taille des logements. Je pense que c'est un phénomène qui ne peut plus continuer. On ne peut plus avoir comme objectif d'agrandir encore la taille des logements, bien qu'il se passe de plus en plus de choses dans les logements. Et que les gens restent, les jeunes restent longtemps, les vieux reviennent chez leurs enfants, les jeunes partent et reviennent. Tout ça se passe. Et pourquoi on ne peut pas? Parce que sur le plan écologique, c'est pas du tout soutenable, quoi. On peut pas continuer d'avoir... Donc je pense qu'il y a des tas de choses que maintenant on fait dans les logements et qu'il faudrait imaginer qu'on puisse ne pas faire dans les logements. Par exemple, une des choses qui se voit de plus en plus, et je pense à Jérôme Fourquet qui a écrit là-dessus à propos des aspirations, à avoir des jacuzzis, des balnéos, des machins comme ça dans les salles de bain. Les salles de bain des maisons et des logements sont de plus en plus grandes et les gens veulent des salles de bain éclairées pour pouvoir faire des tas de choses, du sport, du vélo, prendre des bains remous et tout ça. Ça fait partie de faire du vélo dans sa salle de bain. Oui, pour pouvoir faire du sport dans sa salle de bain. Enfin, en tout cas, voilà. Mais non, mais justement, il fait pas 3 mètres carrés. Ouais. C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que quand on veut faire du sport dans son logement et qu'on veut y travailler et qu'on veut y dormir et regarder les télétards et les podcasts et que les mômes y jouent aux jeux vidéo, etc., etc., eh ben, on a tendance à se dire qu'il faut des logements de plus en plus grands. Et je pense que ça, c'est pas possible. Donc, il faut réfléchir à comment on organise la ville et l'immeuble pour que ces besoins soient intégrés dans la réponse de logement.
J'ai été trop longue. Non, non, non. Moi, j'ai deux petites choses à dire. D'abord, parce que tu n'en as pas parlé, mais rappeler pourquoi est-ce qu'à un moment on a inventé cette notion de logement social, en fait. Pourquoi l'État s'est dit, tiens, on va sortir, parce que c'est ça l'objectif, c'est sortir du marché immobilier classique certains logements pour permettre. Ça vient pas de l'État en premier. Hein. Comment? C'est pas l'État le premier. Exactement. Non, pardon. J'ai tout à fait, en plus, j'y pensais. C'est collectivement, tu vois, on s'est dit, on va sortir du logement, du marché immobilier, certains logements, pour les mettre à disposition des plus pauvres, ou plutôt de ceux qui n'avaient pas la possibilité de se loger autrement. Et c'est assez intéressant de penser les choses comme ça, puisque l'objectif de ce parc social aujourd'hui qui existe, qui est pas comme tu le rappelles, qui est pas possession de l'État. Hein. Enfin, je veux dire, l'État a pas grand-chose à voir aujourd'hui avec le logement social, hein, si ce n'est dans les règles qu'il édicte. Hein. Les bailleurs sociaux sont ou bien ils appartiennent aux communes, ou bien surtout ce sont des bailleurs sociaux privés. Hein. C'est des parcs privés. C'est des boîtes privées qui sont là pour faire de l'argent. Qui sont là pour faire de l'argent et qui gèrent les logements sociaux. La raison pour laquelle aujourd'hui les communes de gauche, par exemple, disent bah nous on veut mettre 30% de logement social dans nos villes, etc., c'est pour assurer de la mixité sociale dans leur ville. C'est Paris, hein. C'est pas que Paris, non, ça vaut pour Lyon, ça vaut pour les métropoles. En fait, tu as eu tout à fait raison tout à l'heure de dissocier les différents espaces, parce que évidemment, quand tu es à 50 km d'Orléans, puisque je connais bien cette région et les logements sociaux de cette région-là, à 50 km d'Orléans, il y a des logements sociaux, eh bien ils ont du mal à les remplir, les logements sociaux. Donc et de la vacance, en revanche, il y a de la vacance en fait dans certains espaces, mais évidemment quand tu es à Trifouilly-les-Gonesse et que ils ont collé 4 bars, et que c'est très compliqué de les rattacher à la métropole par les transports en commun, etc. C'est vrai qu'il y a peu de gens en fait qui veulent y aller, même si les prix sont très très bas. Mais dans les métropoles, il y a un enjeu particulier notamment dans les cœurs de métropole que ce soit pas juste des ghettos de riches et les municipalités de gauche disent, à commencer par Paris, mais ça vaut pour Bordeaux, Lyon, Marseille, c'est un cas un peu différent. Ça vaut pour Strasbourg, tout ça et Lille. Tout ça, c'est des métropoles qui sont dirigées par la gauche en ce moment, ou bien les Verts, ou bien le Parti socialiste, et ils se battent pour qu'il y ait 30% de logements sociaux, pour dire voilà, c'est notre façon de lutter contre l'embourgeoisement et la boboisation. J'ai oublié le mot. Gentrification. La gentrification, voilà, des centres-villes. Le problème, c'est que on voit bien que ça marche pas. C'est ça et c'est pour ça que le logement social est doublement attaqué. C'est-à-dire que y compris les gens de gauche sont là, genre vous êtes gentils avec vos 30% de logements sociaux à Paris, dans certains quartiers, mais ça n'empêche pas le quartier de s'embourgeoiser. Donc il y a ceux qui devraient dire on veut plus de logement social, on va se battre contre ces règles qui sont édictées qui veulent être édictées par le gouvernement, ne le font plus parce que on voit bien que cette politique a ses limites. Je dis pas qu'elle est totalement inefficace, c'est quand même bien qu'il y ait 30% de logements sociaux dans certains quartiers des métropoles, mais c'est pas suffisant pour lutter contre l'embourgeoisement, puisque la valeur immobilière en fait continue de monter. Moi je vois, j'habite dans le 19e arrondissement de Paris, j'habite dans le parc privé, là je vois la valeur immobilière, le prix au mètre carré en fait qui fait qu'augmenter, alors même que le 19e est un quartier où il y a 30% de logements sociaux. Donc il y a une espèce de hiatus à cet endroit-là qui fait que et comme le prix au mètre carré fait qu'augmenter, vous avez toute la vie en fait du quartier est en train de se modifier. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous aviez un kebab, vous avez, et je parle d'une chose qui s'est passée, le kebab se transforme en restaurant, en boutique de cupcake, où le cupcake est à 3,50 balles, enfin, ce qui est quand même très, voilà. Ça nourrit pas. Non, ça nourrit pas, et je préférais mon kebab. Et tous les commerces sont en train de changer de nature
pour exclure, moi, il y a un truc qui m'énerve le plus au point. On a un grand carrefour qui est franchement qui est presque une grande surface quoi de carrefour qui va bientôt être transformé potentiellement en un Biocoop. Enfin moi ça m'énerve au plus haut point. Enfin genre et les prix sont pas les mêmes dans un carrefour que dans un Biocoop. Dans la même manière le Lidl va peut-être fermer. Enfin donc voilà, et toutes ces transformations se fait malgré les 30% de logements sociaux du quartier. Donc, il y a un problème. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tu parlais de l'agrandissement des logements et tu disais, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose, etc. Et je comprends cette logique parce que on voit aussi, t'as parlé de ces familles en fait qui sont, par exemple, qui obtiennent un logement social au moment où ils ont 2 ou 3 enfants et puis après, bah, les enfants partent, peut-être ils reviennent, mais au bout d'un moment, bah, ils partent définitivement. Enfin, et quand tu arrives à 60 balais ou 70 balais et que bah, les enfants sont plus à la maison assez logiquement et que bah, tu as encore le logement avec 5 pièces parce qu'il fallait pouvoir mettre les enfants à une époque, ça n'a pas beaucoup de sens de garder autant d'espace, de garder par exemple un 100 mètres carrés alors que tu n'es plus que 2. Et donc là, je comprends ce que tu dis sur l'attachement au quartier, au logement, etc. L'histoire en fait que tu as vécue dans ce bâtiment et dans cet appartement plutôt. Mais il faudrait mettre en place, et ça c'est porté par certains architectes, genre, tu vois, des habitats modulables, tu vois, de dire, bon bah, en fait, quand tu as besoin tu peux enlever un appartement, tu peux retrancher une pièce ou retrancher 2 pièces, et puis le donner au logement d'à côté, qu'on aura peut-être besoin à ce moment-là. Enfin, tout à l'heure, tu disais, on va pas sans arrêt agrandir les logements. Il y a des solutions toutes simples, pour ne pas agrandir les logements, mais pour que la zone de vie des gens qui vivent dans cet appartement, ben, augmente. C'est mettre en commun, en fait, des choses dans l'immeuble, par exemple. Aujourd'hui, moi, je comprends pas pourquoi on est en 2024, qu'on n'a toujours pas, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, de pièces où il y a toutes les machines à laver. Tu vois, où tu as 5 ou 10 machines à laver pour l'ensemble de l'immeuble. Mais non, mais ça m'énerve profondément. Donc, chacun a sa machine à laver, ça prend une place de fou. On est obligé de les changer. Alors, est-ce que je peux prendre cet exemple ? C'est à propos de cette abstraction de l'être humain. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les soviétiques avaient fait des cuisines communes. Attends, ça existe aux États-Unis, pas besoin de parler des soviétiques. Non, mais aux États-Unis, c'est pas des cuisines, c'est des salles. En France, on machines à laver. Tu vois, il y a eu dans les années 60 beaucoup d'immeubles où il y avait en haut des immeubles des séchoirs communs pour étendre le linge. Parce que c'est une plaie, cette affaire. Le linge, on ne sait pas où le faire sécher. Donc, ils ont mis partout, c'est fermé. Partout, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en Espagne, en Italie, on sèche son linge, aucun problème, en commun. En France, on le fait pas. En France, on n'étale pas sa petite culotte avec la petite culotte du voisin. Donc, ce que je veux dire par là, à propos de cette idée abstraite de l'être humain, c'est que les cultures, les histoires, ça existe. Et que moi, je crois qu'il y a des choses à inventer, mais je pense il vaudrait mieux les inventer en fonction de ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et que ça peut, d'ailleurs, il y a des endroits où ça peut marcher, puis des endroits où ça peut pas marcher, ça peut marcher autrement. Par exemple, non mais c'est très concret cette histoire, cette histoire du linge. C'est une histoire qui est distincte, et c'est pas parce que n'existe pas. C'est quoi ce truc? C'est pas ça? Non, c'est autre chose. C'est pas parce que n'existe pas les lavomatiques en France. Les lavomatiques, ça existe. Exactement. Mais les gens n'y vont pas. Et les gens qui y vont, c'est ceux qui n'ont pas la place ou les moyens de mettre une machine à laver. Mais dès que tu as une cuisine ou une salle de bain assez grande pour mettre une machine à laver, tu mets ta machine à laver. Parce que le linge, en France, c'est autre chose. On fait comme ça. Tu vois? Mais par contre, tu vois, le fait d'avoir une salle assez grande pour pouvoir faire des fêtes de famille, que ce soit les anniversaires, que ce soit un repas avec les potes ou un repas d'enterrement ou je sais pas quoi. Enfin bon, ce genre d'endroit de moment où tu dois pouvoir être plus que 8. Mais tu vois, un grand truc où tu as 20, 25, 30 personnes qui peuvent se réunir. Ça, je trouve que ça pourrait faire partie
des services qu'on pourrait introduire et qui pourraient se penser à l'échelle de l'immeuble, et notamment dans les grands ensembles où on a des espaces, enfin, je veux dire, plusieurs personnes, suffisamment de familles qui pourraient partager des espaces communs. Je pense que des espaces pour travailler qui seraient confortablement aménagés pour être partagés par des gens qui viennent il y a dans les trucs aussi qui existent, il y a dans les grandes résidences, des fois tu as un petit studio ou 2 ou 3 qui peuvent être loués comme un peu du Airbnb, de façon à pouvoir accueillir ta famille ou je sais pas quoi qui viennent, tu vois, quand tu as 200 logements, tu as 3 studios. C'est ce genre de choses qui aujourd'hui, mais il faut chercher, parce que c'est pas, tu vois, il faut pas s'énerver sur la salle de bain. Parce que la salle de bain, c'est pas forcément, le linge, je te dis franchement, je pense qu'il y a des trucs, c'est pas abstrait comme problème. La vie des gens, qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on fait dans l'espace privé, c'est des histoires culturelles, c'est des traditions. Et j'entends, mais moi qui ai beaucoup de problèmes avec ma machine à laver, qu'elle vienne. Non mais tu descends le lavomatique en bas de chez toi là. Eh ben oui, mais c'est loin déjà. Genre, je préférais que ça soit genre au moins un de mon immeuble, où en plus il y a la place dans mes caves, tu vois, de mettre largement genre une dizaine de machines à laver. Qui seraient entretenues par. Ah bah ça c'est une vraie question. Non mais qui serait donc dans vos charges communes et qui serait etc. Mais Ce que je veux dire c'est qu'il faut, enfin bon, c'est tout ça. Je dis pas que peut-être il faut le faire. Hein, je suis pas contre. J'alerte juste sur le fait qu'en Espagne c'est tout à fait courant et qu'en France ça ne marche pas. Et que partout, moi, les bâtiments que je connais où il y a eu ce genre de choses, on a fermé les espaces communs de machines à laver de ces choix. On déplace un peu le problème sur c'est quoi le rôle en fait de l'architecte ou du maître d'œuvre dans l'organisation de la société. Est-ce qu'il est toujours à la remorque en gros ce que font les gens et les pratiques, ou est-ce qu'on met un peu en avant? Ah oui, moi je suis d'accord avec ça. Quoi? Ben ouais, moi je pense que les architectes ils sont là pour Deus ex machina, décider ce que doit être la ville, le logement, la société. Tout à l'heure tu parlais des grands ensembles. Attends. Ok, alors comme c'est mon métier, moi je décide de tout et je décide de la vie des uns et des autres. Alors je renverse. Je suis pour. Où sont les habitants qui ont choisi de vivre dans des grands ensembles? Est-ce qu'à un moment ils se sont dit putain c'est super, on va tous aller s'empiler sur 30 étages et sur 500 mètres de long? Bah non, personne n'a décidé. Enfin si, ceux qui l'ont décidé, c'était les politiques avec les architectes qui ont dit tiens, on va reprendre ce qu'a dit Le Corbusier, là on va faire des grands trucs, etc. Non, Le Corbusier laisse-le tranquille. Non, mais je dis pas que c'était pas bien. Je dis pas que c'était pas bien. Mais enfin, ce type de choix n'a pas été fait par les habitants et les habitantes qui après ont habité ces grands ensembles. Donc, ce que je veux justement te dire, c'est qu'à propos des rêves d'hommes nouveaux et de femmes nouvelles, qui vont être décidés par les architectes. Moi, j'ai un peu de distance avec ça, un peu d'esprit critique à cet égard. Je dis pas que c'est mais ceci étant, je pense qu'il faut inventer. Hein. Moi, je pense qu'il faut bouger, qu'il faut inventer. En fait, il faut travailler. C'est comme tout. En fait, faut travailler en fait ces problèmes dans notre société parce que on le sait, parce que en plus, quand je parle des machines à laver, ça a aussi un intérêt écologique, hein, parce qu'en fait, avoir 5 machines à laver performantes plutôt que une par état, une par habitation, qui est toute pourrie comme la mienne, tu vois, enfin, et qui arrive pas à sécher le putain de linge. Après dans le programme séchage, parce que la mienne fait séchage, mais je suis quand même obligé d'éteindre mon linge. Enfin, tu vois, il y a plein de problèmes, et moi j'aimerais bien en avoir des performantes à mon -1, voilà. Comme c'était le cas quand mon frère était aux États-Unis, il avait des trucs ultra performants, comme c'est le cas dans les lavomatiques. Elles sont ultra performantes, les machines à laver des lavomatiques, et je les envie quand je passe devant. Et d'ailleurs, je me dis là en parlant que maintenant je vais aller au lavomatique plutôt de me faire chier à devoir éteindre du linge trempé. Je donne un exemple d'un truc qui était assez intéressant. J'ai travaillé une époque pour ce qu'on appelait comment ça s'appelait les gens qui faisaient du logement pour les travailleurs immigrés. Adoma. Qui s'appelle désormais Adoma, mais à l'époque ça s'appelait pas Adoma. Voilà, le nom actuel c'est celui-là. Et en fait à l'époque on faisait des petites chambres et avec beaucoup d'espaces communs, notamment la cuisine et le coin repas étaient en commun. Et donc Adoma a une politique de rénovation de son patrimoine et on transforme les chambres en studios.
C'est-à-dire avec une cuisinette, une kitchenette et une salle de bain intégrées, là où avant il y avait juste la chambre, éventuellement une petite kitchenette, une petite salle de bain, mais tu avais la chambre et le point d'eau, et puis tout ce qui concernait le linge et la nourriture, c'était fait dans l'espace commun. Et en fait, ils ont transformé ça souvent en studio. Comme ça, vu de loin, tu te dis, bah, c'est mieux, quoi. Les gens, ils ont 20 mètres carrés privatisables pour eux. Bah, en fait, ça se passe pas hyper bien. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, chez Adoma, il y a des programmes maintenant qui sont mixtes, parce qu'il y a une partie des hommes, puisque essentiellement ce sont des hommes qui habitent ces foyers, qui sont pas du tout intéressés par l'idée de faire la cuisine chacun dans leur salle, dans leur chambre. D'abord parce qu'ils savent pas faire la cuisine, ensuite parce que ça les enferme dans la solitude. Et donc en fait, on y revient. Donc c'est pour ça que je dis que cette question de qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on met dans l'espace privatif, c'est des choses qui devraient pouvoir se réfléchir. Et Adoma qui a remis dans l'espace privatif, mais il faut pas en avoir peur. Il faut pas avoir peur non plus de la capacité des gens à pouvoir faire des choses en commun. Non, moi, je repars de ma propriété, ce que je pense. de ma copro, tu vois, où en fait on a un toit qui est tout plat. Et il y en a beaucoup à Paris, il y en a beaucoup dans les métropoles. Bien sûr. Les toits tout plats où il se passe rien sur ces toits, alors qu'on pourrait mettre des espaces partagés. Et quand dans la réunion de copro, je dis genre on pourrait pas faire quelque chose, tout le monde me regarde comme si j'avais genre proposé d'assassiner la reine d'Angleterre. Bah non, en fait, désolé, genre, vous allez voir, je suis sûr que si on met juste des barrières et on met quelques transats, les gens ils seront contents en fait d'avoir un espace en commun. Toute la Méditerranée vit sur les toits. En Chine, les gens utilisent les toits. Aux États-Unis, on va sur les toits. Et tout est partagé. Pas besoin d'avoir son petit espace fermé. Non, mais oui, indépendamment de gna, c'est que le toit c'est quand même un espace extraordinaire, hein, et que c'est certain que cet espace-là n'est pas approprié. Et ça, c'est des réflexions. Je crois que vraiment on aurait besoin de les avoir et qu'elles doivent rentrer dans la matérialité d'une société et pas être enfermées dans des grandes globalités qui s'appelleraient le logement social. Il faut travailler un peu plus finement sur les attentes et les besoins d'aujourd'hui qui évoluent à une vitesse invraisemblable. Sur ce, à bientôt. À la semaine prochaine.